Bien, mesdames et messieurs, il est 18h02. Je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation et je vais procéder à l'appel. Donc, Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso, présent. Philippe Rago, présent. Marlène Chavez dos Santos. Jacques Ferrari est excusé, il donne procuration à Véronique Perrusso. Jacques Ferrari me représente à une réunion organisée par Monsieur le Préfet à Épinal. Stéphanie Brognier, Jean-Marc Deluz, présent. Johanna Goulin, présent. Philippe Levieux. Présent. Aline Poirel m'a informé que pour un rendez-vous professionnel, elle sera en retard de 30 minutes environ. En attendant, elle donne pouvoir à Johanna Goulin, Nicolas Koenig, présent. Evelyne Capelli, présent. Rui Henriquez. Présent. Corinne Tondy est excusée au dernier instant et elle donne procuration à M. Philippe Levieux. Pascal Rafa... Pardon. Pascal Rafa est excusé, il me donne procuration. Anne-Sophie Lehmann est excusée, elle me donne procuration. Et je rappelle qu'il est encore possible dans cette période d'avoir 2 procurations. Philippe Lehuillier est excusé. Florence Galland-Rennes, Thierry Danet, présent. Alain Henry, présent. Pascal Milot, Arlette Jaworski et Jean-Marie Henriot. Je vous remercie. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Marlène, pas d'opposition? Très bien. Marlène dos Santos donc assure le secrétariat de séance. Bien. Nous abordons désormais le premier rapport à l'ordre du jour, à savoir l'adoption des rapports sur le prix et la qualité des services de services publics d'eau potable et d'assainissement collectif. Donc, il s'agit de la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité pour les services d'eau potable d'assainissement collectif. Rapports qui doivent être présentés à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Je rappelle que c'est l'Agence technique départementale des Vosges, qui est notre assistant conseil, qui a rédigé les projets de rapport avec l'aide des services de la collectivité. Et donc ces rapports sont publics et permettent d'informer les usagers du service. Il est proposé d'adopter les rapports sur le prix et la qualité des services d'eau publique, des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif de la commune de Contrexéville pour l'exercice 2020. Et bien sûr, ces dossiers seront transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. Le débat est ouvert. Il faut prendre le micro avec le pied, s'il vous plaît. Donc sur le rapport, je ne sais pas si vous avez des commentaires, vous, déjà, parce qu'un rapport, bon, il faut le présenter, mais il faut surtout en tirer des conclusions. Non ? Eh bien, simplement, ce rapport est toujours présenté en septembre. Exceptionnellement, évidemment, il sera réexaminé en octobre, puisque l'ATD a eu une surcharge de travail assez considérable et n'a pas pu le produire, en tout cas n'a pas pu venir en débattre depuis, enfin jusqu'alors. Voilà ce que je peux vous dire. Redire que certes, il y a une réunion avec la société SOR qui avait été organisée, qui a été écourtée pour diverses raisons, et que nous avons demandé un certain nombre d'éléments de réponse que nous n'avons pas encore tous reçus
Et donc, il sera proposé de présenter, en tout cas, ces éléments de réponse. Oui, parce que là, si on prend ce rapport, c'est encore assez incomplet. Bon, par exemple, moi, j'ai regardé les chiffres les plus importants. Si on prend la production d'eau, ça a augmenté de 4,08%. Hein, donc ça, déjà, c'est pas un bon signe, puisque ça veut dire qu'on consomme plus d'eau. On a consommé plus d'eau en 2020 qu'en 2019. Hein, on connaît tous la contrainte de la nappe. Donc ça serait aussi intéressant. Bon, le rapport, c'est des chiffres. Maintenant, il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi on a consommé plus d'eau. Quand je regarde un petit peu en détail, on a consommé 10 000 m3 en plus, je crois. 4 000 auprès des abonnés, donc ce qui est facturé aux abonnés, et 6 000, on ne sait pas où. Donc ça serait intéressant de savoir d'où viennent ces 6 000, parce que finalement, la plus grosse augmentation, elle ne provient pas des abonnés. Donc, et même, de même, en profiter pour voir au niveau de la mairie, de nos propres services, parce qu'on doit être aussi exemplaire, savoir si on a aussi augmenté ou pas notre consommation. Donc voilà, ça c'est un point juste sur la partie augmentation. Après, moi, il y a un point que je ne comprends pas. Donc on a vendu finalement un peu plus que ça a augmenté de 2,11% les ventes. Et quand on prend les recettes empochées par la commune, elles sont pile du même montant, 36 000 €. Le prix de l'eau n'a pas varié, donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une augmentation des recettes de la commune, puisqu'on a vendu plus d'eau. Alors peut-être qu'il y a une explication, il n'y a peut-être pas les mêmes relevés de... Mais ça fait partie des questions auxquelles la société SOR doit répondre. Oui, mais enfin, il faut quand même qu'on lui pose des questions pour qu'elle réponde. Non, mais nous sommes d'accord. Je ne comprends pas. Voilà, enfin, pour moi, c'est mathématique, quoi. On vend plus d'eau, on touche plus. Voilà. Après, ouais, moi, je reviens donc sur les rendements. Hein. C'est vrai qu'on a quand même... c'est 2% de rendement en moins. Hein. On retombe à 80%, hein, alors qu'on était grimpé à 82 l'an dernier. Donc ça, c'est quand même inquiétant, parce que, déjà, bon, on le sait, on doit faire des économies, c'est aussi moins perdre d'eau. Donc à voir où est-ce qu'on perd cette eau. Il y a une association qui s'est créée, hein, il n'y a pas très longtemps. Là, on est adhérent, la commune a déboursé 500 € pour être adhérent. On a bien compris que cette association était là pour analyser que la partie Contrexéville. Donc, je pense qu'elle devrait se pencher un peu sur ça, sur ces chiffres, parce que l'association est là pour ça. Il y a des hydrogéologues, il y a des spécialistes. Ça serait bien peut-être de la consulter et puis de lui transmettre ses rapports. Bien. Allez-y. Non, mais voilà. Enfin, moi, c'est mes principales questions. Je rappelle que l'exploitant doit arriver à un rendement de 82% fin 2021, je crois. Hein, donc l'an prochain. On espère qu'ils y seront, et s'ils n'y sont pas, on espère qu'il y aura des pénalités d'appliquer. Sans forcément imposer des travaux à la commune sur les fuites, puisqu'ils se sont engagés, c'est un contrat. Après, je passe la parole à Arlette ou... Ouais. Oui, pas parfait, oui. Moi, je voulais juste synthétiser un peu. Moi, je trouve que c'est un rapport globalement négatif. Comme l'a dit Thierry, la consommation d'eau a augmenté alors que de nombreux équipements étaient à l'arrêt pendant le Covid. Donc c'est assez incompréhensible. Les rendements, on vient de le dire, sont mauvais et plus mauvais que l'année d'avant. Et le prix de l'eau va augmenter de 11%. Moi, personnellement, je ne comprends pas cette augmentation du prix de l'eau. C'est la deuxième augmentation du prix de l'eau qui s'ajoute à d'autres augmentations. Et elle était, enfin, de ce que j'ai compris rapidement, puisque la réunion a été très rapide, c'est parce que nous avions acheté de l'eau l'année précédente. Mais cette année, enfin l'année 2020, nous n'avons pratiquement pas acheté d'eau, donc je ne comprends pas ce calcul et cette augmentation. 11%, c'est pas une paille. Donc pour moi, c'est globalement négatif, et je trouve que Contrexéville apparaît comme un mauvais élève au niveau de la gestion de l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Alors juste pour l'histoire du rendement, on a eu un début de réponse donc par SOR, notamment au niveau du fait qu'il y a eu le Covid. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Eh bien, le rapport, c'est qu'il y a eu moins d'équipes sur le terrain, donc beaucoup moins de recherche de fuite. Donc c'est un premier élément de réponse qui a été donné et qui n'est pas incohérent, parce qu'on sait tous que la perte de temps est une perte d'eau aussi. Donc c'est un premier élément de réponse au niveau du rendement. On n'est pas les seuls à avoir eu malheureusement une baisse du rendement
en cette période Covid, et c'est un des premiers éléments de réponse apportés et qui peut justifier cette perte de rendement dans l'absolu. Oui, c'est la réponse qui avait été donnée. Moi, je me trouve que maintenant, le Covid n'est pas utilisé. Oui. Je trouve que le Covid est un peu utilisé à tort et à travers. Bon, c'est peut-être une raison, mais on voit qu'il n'arrive pas à dépasser les 80%. Et l'objectif, quand même, c'est 90%. Donc, on se demande comment ça sera possible. L'objectif à long terme, à plus long terme, pour les économies de consommation, d'utilisation de la nappe des GTI. En effet, le taux de rendement qui doit être atteint le plus rapidement possible, c'est bien 90%. Très peu de collectivités françaises y sont, mais c'est une obligation pour notre territoire, étant donné ses difficultés en rééquilibrage de la nappe. Et l'association dont parlait M. Danet est bien constituée pour ça. C'est une association de préfiguration qui devra déboucher sur une autre structure qui va effectivement travailler sur l'ensemble du territoire, puisque Contrexéville et Vittel ne sont pas les seuls concernés par cette nappe. Et donc avec un certain nombre déjà de travaux qui sont en cours, qui sont soumis aux autorités de tutelle, notamment les services de l'État, mais également l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et nous étions encore en réunion hier avec l'ensemble des partenaires, y compris le conseil départemental, pour une programmation. Un rendez-vous était aussi fixé avec les services techniques et l'Agence de l'eau pour continuer à affiner en tout cas les opérations et les travaux qui devront être effectués pour gagner en taux de rendement, sachant qu'il faudrait, pour atteindre 90%, pour beaucoup, y consacrer sans doute des dizaines de millions d'euros pour remettre tous les réseaux de Contrexéville à jour, ce qui est impossible, et pour quelques collectivités que ce soit. Mais il n'y a pas que le renouvellement de réseau, même s'il est important. C'est, comme le disait Madame Goulin, la réactivité face aux fuites. Et on a vu qu'on avait eu des fuites relativement importantes qui ont pris un peu de temps, et donc des pertes en eau qui sont importantes et qui comptent évidemment dans les chiffres qu'a cités Monsieur Danet. Voilà ce que je pouvais vous répondre sur le sujet. Je pourrais ajouter quelque chose ? Mais avec le micro, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si un groupe de travail s'est constitué au niveau des élus pour réfléchir aux consommations de la commune en général et pour commencer à remédier ou à diminuer les consommations globales des services et des équipements. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, en fin de séance, si vous voulez bien. Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre ? Un contre. Qui s'abstient ? 4 abstentions. Le rapport numéro... J'ai dû sauter quelque chose. La SPL, pardon. Page 40. Je suis allé trop vite. Voilà, page 40. Le rapport numéro 2 concerne la SPL destination Vittel Contrexéville, avec l'examen du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2019. Et je donne la parole à Madame Véronique Perrusso. Alors, vous avez eu la présentation de ces rapports en commission tourisme du 14 septembre dernier, et y compris lors du CA de la SPL. Voilà. Si vous avez des questions, on peut revenir dessus. On ne va peut-être pas présenter les rapports puisque vous les avez eus en annexe. Juste ce que je pourrais rajouter par rapport à ces rapports et que je vous ferai parvenir également, c'est un point sur les périodes de confinement qui n'apparaissent pas dans ce rapport et qui peuvent être intéressantes aussi à analyser par rapport aux périodes d'ouverture et de fermeture de la saison. Donc, il est rappelé au conseil municipal que l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales
relatif aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés publiques locales dispose qu'un rapport est soumis au moins une fois par an aux organes délibérants des collectivités et groupements actionnaires par leurs représentants au conseil d'administration. Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1, vu les statuts de la société SPL Destination Vittel Contrexéville, vu le rapport de gestion du conseil d'administration, il est proposé au conseil municipal, après examen, de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit pour la saison 2020 en ce qui regarde la SPL Destination Vittel Contrexéville, gérant l'office de tourisme intercommunal, et de donner acte au maire de cette communication. Il est précisé que vous avez tous les rapports en annexe. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 3 concerne la société publique locale SPL XDMAT pour l'examen du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2020. Je précise tout de suite que je ne participerai pas au vote puisqu'à l'époque j'étais encore administrateur au nom du conseil départemental des Vosges. Donc, il s'agit pour le conseil municipal d'examiner le rapport de gestion du conseil d'administration de la société qui a approuvé, le conseil d'administration de cette société a approuvé les termes de son rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Cette dernière, en vue de sa présentation à l'Assemblée générale. Cette dernière, réunie le 7 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à l'unanimité les comptes annuels de l'année 2020 et les opérations traduites dans ces comptes. Et, il convient donc que l'Assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du conseil d'administration. Cet examen s'inscrit bien sûr dans l'organisation mise en place par la société pour permettre aux actionnaires d'exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu'ils exercent sur leur propre service, appelé contrôle analogue. Le rapport de gestion présenté à ce jour fait apparaître un nombre d'actionnaires toujours croissant, 2705 au 31 décembre 2020. Le chiffre a augmenté depuis, je peux vous en informer, et un chiffre d'affaires de 1 433 158 € en très nette progression et un résultat exceptionnel de 279 092 € affecté en totalité au poste autres réserves, porté à 462 004 €. Ce résultat exceptionnel s'explique notamment par un nombre toujours croissant de collectivités actionnaires de la société et la vente sans précédent de plus de 2500 certificats électroniques en 2020, au lieu de 600 à 900 en moyenne, et par la mise en place d'une nouvelle organisation pour la gestion de l'assistance. Alors pourquoi autant de certificats? Tout simplement parce qu'il y a les renouvellements des conseils municipaux, conseils départementaux et EPCI. Donc il est proposé au conseil municipal, après examen, de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, et de donner acte au maire de cette communication. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc je répète, je ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je salue l'arrivée de Madame Poirel. Rapport numéro 4, il concerne GEMAPI, donc le projet d'aménagement de gestion des écoulements de Contrexéville, avec autorisation donnée au maire de signer le protocole d'accord fixant les modalités de transfert des frais d'études à la communauté de communes Terre d'Eau, la convention de mise à disposition de terrains communaux à la communauté de communes et l'acte de cession de terrain en pleine propriété à la même communauté de communes. Et je laisse la parole à Monsieur Jean-Marc Deluse. Donc il est rappelé au conseil municipal que la loi NOTRe a institué le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI aux établissements publics de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2018.
La commune de Contrexéville a engagé des dépenses d'études dans le cadre du projet aménagement de gestion des écoulements de Contrexéville, relative à des travaux d'aménagement visant à protéger son territoire contre les épisodes de crues importantes. Ces études ont eu lieu à partir de l'année 2009 jusqu'en 2018, soit postérieurement au transfert de la compétence à l'EPCI, pour un montant total de 472 072,84 €. Des subventions ont été enregistrées par la commune jusqu'en 2015 au titre de cette opération à hauteur de 216 828,82 €. Le marché d'études a été transféré à l'EPAMA Rhin-Meuse par délibération du conseil municipal via la communauté de communes Terre d'Eau, celle-ci ayant confié à l'EPAMA le suivi de ses opérations d'études et aménagement par délibération d'avril 2018. Par ailleurs, et jusqu'en 2018, la commune a acquis des terrains en vue de leur aménagement dans le cadre de ce projet pour un montant total de 117 360,47 €. Ces terrains ont été mis à disposition de la CCTE à titre gracieux par délibération du conseil municipal du 6 mars 2019, la commune conservant la propriété des parcelles. Par courrier du 22 septembre 2020, les services de la DDFiP a informé la commune que les frais d'acquisition des terrains et des études engagés devaient être transférés en pleine propriété à la CCTE à titre onéreux, le montant des subventions enregistrées par la commune devant également être transféré à la CCTE. Afin de pouvoir enregistrer comptablement ces opérations dans les budgets respectifs des deux collectivités, et après plusieurs réunions de concertation, il a été convenu ce qui suit. La CCTE ne pouvant être redevable de dépenses engagées durant des périodes antérieures à la prise de compétence, soit avant le 1er janvier 2018, la commune de Contrexéville conserverait la charge des frais d'études, du bénéfice des subventions perçues et le coût des acquisitions des terrains réalisés avant le 1er janvier 2018. La CCTE accepterait l'intégration à son budget du montant des frais d'études payés par la commune à partir du 1er janvier 2018, soit la somme de 79 103,63 € La commune conserverait la propriété des terrains acquis avant le 1er janvier 2018 pour un montant de 27 590,19 €, terrain qui serait mis à disposition de la CCTE à titre gratuit dans les mêmes conditions que celles établies par la délibération du 6 mars 2019. La CCTE prendrait en charge les frais d'acquisition des terrains avancés par la commune après le 1er janvier 2018, date à laquelle la commune n'avait plus théoriquement compétence pour agir, soit la somme de 89 770,28 €. Ces terrains seraient donc cédés en pleine propriété à la commune par la commune à la CCTE à leur valeur d'achat. Ceci étant dit, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à établir et signer avec le président de la CCTE le protocole d'accord actant l'intégration au budget de la CCTE du montant des frais d'études payés par la commune à partir du 1er janvier 2018, date à laquelle la commune n'avait plus compétence à agir, soit la somme de 79 103,63 €. Toute subvention due au titre de ces études et non encore versée à la commune viendrait en déduction de ce montant. Établir et assigner avec le président de la communauté de communes Terre d'Eau la convention de mise à disposition des parcelles cadastrées suivantes, propriété de la commune de Contrexéville, qui en a fait l'acquisition dans le cadre du dossier de gestion des écoulements de Contrexéville avant le 1er janvier 2018. Donc ça concerne les deux parcelles que vous voyez là donc à l'écran. Il est précisé que cette convention sera rédigée dans les termes prévus par la présente délibération et désignera les parcelles mises à disposition, indiquera leur consistance matérielle, leur situation juridique et précisera leur état. La mise à disposition sera conclue à titre gratuit et pour la durée d'exercice de la compétence GEMAPI par la communauté de communes. Signer l'acte authentique de vente à intervenir avec le CCTE des parcelles cadastrées suivantes, propriété de la commune de Contrexéville, qui en a fait l'acquisition dans le cadre du même dossier après le 1er janvier 2018, pour un montant total de 89 770,28 €, correspondant à leur valeur d'achat par la commune, frais compris. Donc ça concerne donc les parcelles que vous voyez donc à l'écran. Il est précisé que les frais d'acte et d'honoraires seront pris en charge à part égale par la commune et la CCTE. L'enregistrement comptable de ces opérations sera effectué dès les formalités accomplies. Les interventions.
Non, je pense que sur les montants financiers, je pense que le compromis est correct. Hein. Enfin, Oui, parce que dans la discussion... difficile d'avoir plus, hein, je crois. Bah, il peut aller de 0 à 320 000. Voilà. Donc je pense qu'on a trouvé une bonne fourchette. Et puis dans une négociation, il faut être deux. Et puis quand on négocie, il faut essayer d'en sortir gagnant-gagnant. Je pense que c'est le cas pour la commune et pour la Comcom. Oui, en effet. Bon, je sais que c'était pas facile. Bon, ça semble... Ouais. Bah, c'est des négos qui pas loin d'un an de négociation. Voilà, donc là-dessus, c'est très bien. Après, donc, alors c'est vrai que ça bloquait un petit peu quand même l'avancement du dossier, parce que, entre autres, sur les terrains. Tout à fait. Ouais. Donc maintenant que ça se débloque, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point sur l'avancement? Parce que est-ce qu'il y a encore des terrains, ça je ne sais plus, à acquérir, ou tout est réglé? Et l'autre question que j'avais, parce qu'on n'avait pas une réponse très claire au niveau de la Comcom, en gros, on est sur un projet à 4 millions, peut-être un peu plus maintenant, parce que ça grimpe tout le temps, malheureusement. Subvention d'un peu plus de 3 millions. Ouais. Et moi, j'avais souvenir qu'on risquait de perdre ces droits à subvention si on ne commençait pas les travaux avant fin 2021. Et on n'avait pas une réponse vraiment très nette sur la Comcom sur ce risque-là. Parce qu'en effet, si on perd les subventions, le projet, il tombe à l'eau, si on peut dire. C'est à le dire. Alors, je sais que c'est d'une compétence intercommunale, mais on est quand même la commune la première concernée. Donc, on est effectivement la commune concernée en plein. Je m'en suis entretenu avec le président de la communauté de communes qui me disait négocier avec, en tout cas, les partenaires financiers pour obtenir un délai pour réaliser les travaux. Et effectivement, c'était fin 2020. Fin 2023. Fin 2023, travaux réalisés, factures payées. Donc, effectivement, le dossier administratif devrait être présenté aux services compétents à la fin de l'année avec une demande de délai pour réaliser les travaux. Alors là, évidemment, je n'ai pas la réponse et je pense que la communauté de communes n'a pas encore la réponse. En tout cas, c'est ce que m'a donné comme explication le président de la communauté de communes qui, effectivement, à partir du moment où on a pu dégager les contraintes dont on vient de parler, a vraiment décidé de porter ce projet et d'aller le plus vite possible. Il y a un enjeu extrêmement important. Et on l'a vu avec probablement le dérèglement climatique qui a provoqué des inondations très très conséquentes avec des morts. Et on ne peut pas s'exonérer en tout cas de ce dossier ou de le traiter après tous les autres. Donc c'est vraiment un enjeu capital pour Contrexéville et pour le territoire, parce que tout le monde est concerné. Évidemment, Contrexéville subit les premiers dégâts, mais il y a aussi des collectivités qui sont en aval. Et également, un volet qui n'est pas négligeable et qui concerne tout le monde, c'est le coût des assurances qui va être répercuté. Là, chaque fois qu'il y a une inondation, le coût d'assurance qui va être répercuté sur l'ensemble des gens qui vont s'assurer, qui sont assurés obligatoirement. Et ça, je crois que tout le monde n'en a pas conscience. Les catastrophes que nous avons vécues ont un coût, et ce coût, forcément, il sera répercuté. Donc là aussi, il faut être vigilant. D'autres interventions? Oui, Madame Jaworski. Dans mon souvenir, l'étude a été faite pour des crues à 20 ans, oui, et non pas pour la crue du siècle. Or, ce qu'on voit actuellement au niveau du dérèglement climatique, c'est vraiment des crues qui sont des crues du siècle, mais à répétition. On n'attend plus un siècle, elles se répètent. Donc, est-ce que l'étude est encore pertinente? Est-ce que les travaux... On peut se poser des questions sur la pertinence de cette étude qui date maintenant de... 2009. Voilà. Début des voilà. 2009. Mais le dérèglement climatique s'est beaucoup accéléré. Et la crue à 20 ans, ce n'est pas la crue la plus importante. Donc, une autre crue ne protège pas. Hein? Nous sommes d'accord. Donc, sur ce sujet-là, évidemment, dès le début de l'opération, le dossier a été calibré pour une crue vingtenale. Parce que
la configuration de la ville de Contrexéville et de l'amont est très complexe et que ça aurait nécessité des ouvrages colossaux. Je rappelle quand même, pour mémoire, que les zones d'extension de crues, il y en a 2 qui sont prévues dans ce projet, sont des barrages, entre guillemets, qui montent à plus de 5 mètres de hauteur, dont un qui serait à l'entrée de Contrexéville, côté d'Ombreau, qui est à 5,80 mètres, me semble-t-il, de mémoire. Et là, une crue centenale, évidemment, ce serait l'idéal, mais ça voulait dire faire un barrage à 15 mètres, de 15 mètres de haut, et impossible à réaliser. Le principe de ce dossier, c'est de dire ralentissement très en amont, diguette, zone d'extension de crue, retenue collinaire, etc., pour ralentir le flux, parce qu'on s'aperçoit bien, et on l'a encore vu ces dernières semaines, que c'est la vague qui arrive et qui emporte tout. Alors évidemment, on reste sur une protection vingtenale. C'est ce qu'a connu Contrexéville sur toutes les inondations que la ville a connues. Et en espérant qu'effectivement, le jour où il y aura une crue millénaire, évidemment, personne, et quoi qu'il se passe, ne pourra la retenir. Je rappelle quand même que la nature reprend ses droits et quelquefois l'être humain ou les humains que nous sommes pensent pouvoir tout gérer et tout garantir. Or, ce n'est pas possible. Il y a un moment, il faudra alors à ce moment-là, évidemment, avoir des systèmes d'alerte qui permettent de mettre à l'abri la population si tel était le cas, et des systèmes d'alerte qui soient efficients. Et là aussi, on essaye d'y travailler pour mettre en place ce type d'opération. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Rapport numéro 5, il s'agit du tourisme, la convention de rétrocession du produit des jeux à la communauté de communes pour l'année 2021. Je donne la parole à monsieur Jean-Marc Deluse. Donc, le maire rappelle à l'Assemblée les termes de sa libération adoptée le 24 février 2020, par laquelle il a décidé le versement de la taxe sur le produit des jeux et autorisé le maire à signer la convention de rétrocession du produit des jeux par la commune à la communauté de communes Terre d'Eau pour l'exercice 2020. Ceci afin de permettre à la CCTE d'assumer les charges liées au fonctionnement de l'Office du tourisme intercommunal, géré par la SPL Destination Vittel Contrexéville, dont les communes de Contrexéville, Vittel et la CCTE sont actionnaires. Il rappelle par ailleurs que, par délibération du 24 avril 2018, la commune a décidé au profit de la CCTE, a cédé, oui, parce que j'ai du mal sur ce point-là, les 800 actions. 800 actions au capital social de la SPL au prix de 100 € chacune. Les 2 collectivités ont convenu que la ville reverserait à la CCTE la part de produits des jeux correspondant à la valeur des actions, soit 80 000 €. Ainsi, la transaction serait neutre pour le budget communal, ce reversement pouvant s'étaler sur autant d'années que nécessaire afin de solder l'opération. À ce titre, la commune a versé à la CCTE entre 2018 et 2020 la somme de 42 287 €. Le produit brut des jeux perçus par la commune en 2021 est en diminution du fait de la crise sanitaire qui n'a pas permis le fonctionnement du casino sur une année entière. Toutefois, le montant des jeux encaissés par la commune, 77 000 € à fin juillet, et les estimations de recettes à percevoir d'ici la fin septembre permettent d'envisager l'opération. Il est d'ailleurs nécessaire que la commune verse rapidement sa contribution à la CCTE afin que celle-ci puisse assumer les charges de fonctionnement de l'Office du tourisme d'ici à la fin de l'année. Ainsi, pour l'année 2021, il est proposé que la commune de Contrexéville rétrocède à la CCTE une partie du produit des jeux à percevoir, se composant d'un montant estimé pour 2021 des charges transférées pour le fonctionnement de l'Office du tourisme intercommunal, soit la somme de 100 000 €, d'un montant restant à verser à la CCTE pour solder l'opération de financement du rachat des actions de la SPL, soit la somme de 37 713 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de reversement de la taxe sur les produits des jeux à la communauté de communes Terre d'Eau pour l'année 2021, d'approuver les termes de la convention de rétrocession du produit des jeux par la commune de Contrexéville à la CCTE, tel que précisé dans le document annexé,
d'autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention à tout document afférent à cette opération. Remarques? Des remarques? Ouais, on solde. Des actions. Ouais. C'est bien, on a acheté des... C'est bien. Opération terminée. Bien. S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 6, reprise de la compétence tourisme par la commune. Je vais donner la parole à Madame Véronique Perrusso. Donc c'est une délibération qu'on vous propose. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on a l'habitude de garder le masque. C'est bon? Plus près encore, voilà. Donc le maire rappelle à l'Assemblée les termes de sa délibération adoptée le 24 février 2020. Ah non, pardon, c'est pas la bonne. Excusez-moi. Si je renouvelle la même délibération, ça ne va pas aller. Donc, reprise de la compétence tourisme par la commune. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a transféré à l'intercommunalité depuis le 1er janvier 2017 la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme qui intègrent la gestion des offices de tourisme. Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, la communauté de communes Terre d'Eau a confié par convention à la société publique locale Destination Vittel-Contrexéville, dont la commune est actionnaire, la mission de gérer l'office de tourisme intercommunal créé le 15 décembre 2016. La date de création manquait à la délibération. Donc, la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique donne la possibilité de restituer cette compétence à certaines communes. Ainsi, les dispositions de son article 16 prévoient qu'une commune, station classée de tourisme, membre d'une communauté de communes, peut retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création et gestion d'un office de tourisme. La compétence promotion du tourisme est alors exercée de façon conjointe entre la commune et la communauté, à l'exclusion de la compétence création et gestion d'office de tourisme qui devient communale. Elle précise qu'en cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence est intégralement et automatiquement exercée par la communauté de communes. La commune de Contrexéville est classée station de tourisme par décret ministériel du 30 mars 2015. Compte tenu des enjeux stratégiques que représente le tourisme pour la commune, et afin d'améliorer la lisibilité de l'offre touristique pour la clientèle de la station thermale et touristique de Contrexéville, la commune souhaite engager la procédure nécessaire à la reprise de la compétence promotion du tourisme. Cette procédure est prévue à l'article 16 de la loi susvisée selon les modalités suivantes. Les communes touristiques érigées en station classée de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du Code du tourisme peuvent décider par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière l'exercice de cette même compétence à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. Le mode de gestion de l'office de tourisme intercommunal n'a pas vocation à être modifié à ce jour. Le personnel de la SPL est maintenu et continue son activité actuelle de promotion du tourisme, entre autres, pour le compte des collectivités actionnaires, dans le cadre des contrats qui les lient avec la SPL Destination Vittel-Contrexéville. Suite à l'avis favorable de la commission tourisme et thermalisme du 14 septembre 2021, il est proposé au conseil municipal de solliciter l'avis de la communauté de communes Terre d'Eau concernant la restitution à la ville de Contrexéville de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme,
de donner pouvoir à Monsieur le maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. Le conseil municipal est informé que par délibération du 8 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Vittel a sollicité l'avis du conseil communautaire en ce même sens. Y a-t-il des questions? Non, c'est plus des remarques que des questions. Mais donc tout d'abord, moi je ne comprends pas trop l'objet de cette délibération, parce qu'on en a parlé en commission, donc très bien, hein, c'était abordé en commission de tourisme, puisque j'ai posé la question, est-ce que vous allez créer donc un office de tourisme communal, hein, sous forme associative ou autre? Vous m'avez dit, on ne sait pas encore, c'est trop tôt. Je vous ai demandé si on allait supprimer la SPL, donc l'office de tourisme intercommunal. Vous m'avez dit pas forcément, on va le garder pour l'instant. Donc je ne vois pas pourquoi, tu sais Véronique, pourquoi on délibère dès maintenant. Ensuite, je ne comprends pas trop, ça c'est du juridique. Au début de la délibération, on nous dit que la compétence création et gestion de l'office de tourisme est forcément communale. Et ensuite, on ne parle plus que de création. J'ai du mal à comprendre qui aura la compétence gestion et qu'est-ce que ça veut dire, gestion, voilà. Qu'est-ce qu'on mettra dedans. Et après, voilà, moi je reviens vraiment sur l'intérêt de Construxéville. Pourquoi on prend cette délibération? Le tourisme, pour nous, il est intercommunal. On a parlé pendant de longues années de destination. Hein. Vittel, Construxéville et même terre d'eau, territoire. Si on reprend, quand on lit quand même, c'est comme pour, avec un objectif de redevenir un petit peu plus indépendant. Construxéville tout seul, on n'est pas du tout dans l'esprit intercommunal, on n'est pas dans l'esprit promotion du territoire. Et on pense qu'un touriste, quand il vient pas forcément que pour Construxéville, il vient pour tout un territoire. Et le meilleur moyen de vendre un territoire, c'est de le vendre au niveau intercommunal. Voilà, je ne sais pas. Alors juste par rapport à l'intérêt de prendre la délibération maintenant, ça nous permet de pouvoir avancer clairement et de donner notre position vis-à-vis des acteurs du tourisme aussi locaux. On se rend compte qu'avec la création de l'office de tourisme intercommunal, ça n'a pas été très efficace, forcément, que ce soit d'un point de vue financier. On peut dire tout ce qu'on veut, mais d'un point de vue financier, ça n'a pas été forcément, en termes d'économie, très efficace. D'un point de vue clientèle, notre clientèle s'est perdue parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans une destination commune, donc au niveau de la clientèle. On a également perdu le contact avec nos acteurs du tourisme, il ne faut pas l'oublier, parce que je rappelle quand même que dans le cadre de l'ASPL, on avait un conseil des acteurs du tourisme qui n'a jamais fonctionné. Donc ça, c'est important. Et en prenant cette délibération, ça va nous permettre d'avancer et surtout de reprendre contact avec tous ces gens-là et de pouvoir travailler sereinement pour l'avenir de Contrexéville. La notion de gestion de l'office de tourisme, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui l'aura? Qui aura? Qui aura la compétence pour gérer l'office de tourisme? Parce que je trouve que la délibération n'est pas claire là-dessus. La structure portée par la commune. Alors comment on peut conserver une SPL qui va embaucher les salariés si la gestion est communale? Je ne comprends pas. Si l'actionnaire majoritaire... D'abord, on n'a pas dit qu'on conserve... La SPL, pour l'instant, elle est conservée dans sa forme actuelle. Nous travaillons sur les projets futurs, savoir sous quelle forme juridique, on l'a évoqué en commission. On travaille, et je rappelle qu'on a 3 actionnaires dans la SPL actuelle, donc il faut travailler avec ces 3 actionnaires, donc on se réunit et on va travailler avec Vittel, la communauté de communes et évidemment la commune de Contrexéville. On ne peut pas travailler sans nos 3 actionnaires. Je rappelle que cette démarche, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec notre ville voisine, bien au contraire. On continuera de travailler ensemble, mais on travaillera différemment. Pour moi, on va être beaucoup plus en concurrence. On sait très bien qu'au niveau de la promotion, c'est ce que veulent récupérer chaque ville, on n'a pas les mêmes moyens que Vittel. Donc il y aura une promotion à 2 niveaux, chacun pour soi. Moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans une démarche intercommunale. Et même au niveau en termes d'économie, en effet, peut-être que la SPL n'était pas la meilleure forme, mais on peut rester intercommunal avec d'autres formes de structures, associatives, régies, etc. Donc on peut très bien rester intercommunal et rectifier ce que tu as dit, même au niveau du ciblage de la clientèle.
Après, là, c'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière, mais il s'avère aussi, on peut se rendre compte que des fois, on met des dispositifs en place et ils ne sont pas forcément suffisamment efficaces, ni pour l'un ni pour l'autre. Chacun se freine mutuellement. Et donc là, ça va nous permettre, encore une fois, d'avoir une meilleure lisibilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler ensemble. Il faut savoir que depuis que nous avons quand même notre établissement thermal à la compétence rhumatologie, on peut dire ce qu'on veut. Nous avons 2 établissements qui sont complètement concurrents maintenant. Et dans la même structure, vendre 2 établissements, enfin en tout cas 2 établissements thermaux qui font la même chose, ça devient un peu plus compliqué. En tout cas au niveau de la structure SPL, telle qu'elle est à l'heure actuelle. Il y a un dernier point. Quand on parle finance, subvention, on sait très bien que des projets portés par une intercommunalité a plus de chances d'avoir des subventions qu'un projet porté par une commune. Si vous faites un office de tourisme communal, au niveau des subventions ou des appels à projets, ce sera beaucoup plus difficile à répondre. Pas forcément, puisque la loi nous permet justement de reprendre notre compétence tourisme. Ça veut bien dire qu'on ne sera pas écarté des demandes de subventions, sinon je ne vois pas l'intérêt de le faire. On verra. On en reparlera, effectivement. En tout cas, moi je pense qu'au niveau de la chronologie, cette délibération est prise trop tôt, puisque vous ne savez pas ce que vous allez faire derrière. C'est comme si on est dans le cas d'une personne qui vend sa maison sans savoir où elle va habiter le lendemain. Je vous rassure, vous le saurez, on en débattra en commission tourisme, comme on l'a fait. Voilà. Je rappelle quand même qu'on a déjà fait 3 commissions tourisme depuis le début de notre mandat. Voilà. Et donc, dès qu'on aura des éléments plus précis à vous apporter, on l'évoquera également au cours d'une commission. Merci. Bien, je vais passer au vote s'il n'y a plus d'autres interventions. Qui est contre? 1. Qui s'abstient? 4. Merci. Alors, le rapport numéro 7 concerne la voie douce Vittel-Contrexéville pour l'autorisation de signer avec le Conseil départemental des Vosges la convention de cofinancement de l'étude d'avant-projet. Je vais laisser la parole à M. Jean-Marc Deluse. Oui, excusez-moi. À Madame Goulin. Bien sûr. Alors, conscient de l'importance de mettre en valeur et de développer la pratique cyclable sur nos territoires, le département des Vosges a adopté un schéma départemental cyclable 2019-2022. Ce schéma identifie certaines liaisons cyclables à mettre en œuvre prioritairement. La voie douce, définie dans le programme de revitalisation des bourgs-centres de Vittel et de Contrexéville, a ainsi été identifiée par le département. Cette liaison est jugée prioritaire par le département des Vosges, car actuellement, le seul moyen de relier à vélo les 2 villes thermales est d'emprunter sur 900 mètres une portion de la RD 165 à 2 fois 2 voies et limitée à 110 km/h. Cet axe fréquenté, plus de 12 000 véhicules jour, est potentiellement dangereux pour les cyclistes et ne répond pas aux attentes des habitants de disposer d'une liaison sécurisée pour les déplacements non motorisés, touristiques, sportifs ou utilitaires. Afin d'accompagner les communes dans l'aménagement de cet axe, le département des Vosges va engager la réalisation d'études d'avant-projet afin de chiffrer et de proposer des solutions techniques. Pour ce faire, une participation financière des collectivités concernées est sollicitée à hauteur de 1 000 € par commune. Le bureau d'études sélectionné devra prendre en compte la volonté de mettre en place divers aménagements, éclairage, mobilier urbain, marquage et signalétique, rendre cette voie accessible à tous les utilisateurs et à tous les moyens de transport non motorisés, intégrer l'enjeu de l'amélioration visuelle de l'entrée des villes et tenir compte des différents points de vigilance afin de garantir la sécurité des usagers. Pour les communes lauréates de l'accompagnement du département des Vosges, les étapes à franchir sont les suivantes. Signature d'une convention relative au financement de l'étude sur les itinéraires cyclables. Cette convention est co-signée par les représentants des EPCI et communes sélectionnées pour la mise en place du schéma départemental cyclable 2019-2022 et par le président du Conseil départemental des Vosges. Dans un deuxième temps, la réception de l'étude d'avant-projet est suivie.
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir entre le conseil départemental des Vosges et les collectivités bénéficiaires relative au financement de l'étude d'avant-projet des pistes cyclables identifiées comme prioritaires dans le cadre du schéma départemental cyclable 2019-2022, dont la liaison Vittel-Contrexéville, de donner son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes, et de s'engager à fournir au département et ou au bureau d'études désigné les éléments fonciers, techniques ou toutes données relatives aux différents réseaux présents dans l'emprise du projet. Et enfin, d'affirmer son engagement à payer la somme de 1 000 € correspondant à la participation de l'étude dans les 3 mois après la restitution de celle-ci. Oh bah, très bien, c'est une bonne nouvelle. Juste, est-ce que vous avez une idée sur les délais, à peu près, de l'étude, etc. De mémoire, on n'a pas eu d'affirmation sur le délai. Le choix des bureaux d'études qui est fait par le conseil départemental des Vosges. Mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir, évidemment, il fallait respecter la procédure et notamment les délibérations des 2 collectivités pour valider le recrutement d'un bureau d'études donc spécialisé en la matière. Donc je pense qu'après cet envoi de délibération, on devrait avoir des informations rapides pour qu'on entre dans le travail avec le bureau d'études retenu. Mais dans votre idée, vous avez un calendrier. Quand est-ce qu'on pourrait espérer rouler sur cette piste cyclable? Bien sûr. Je sais que je vais un peu vite, mais... Et évidemment, Monsieur Danet, je pense que vous... Non, mais c'est une question. C'est une question. L'idée, effectivement, cette question, elle fait partie, évidemment, de la réflexion de l'équipe municipale en place et étant inscrite dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement. Et donc, c'était, je pense, la question que vous souhaitiez, la réponse que vous souhaitiez avoir. Non, c'était savoir quand est-ce qu'on pourrait l'emprunter, c'est tout. Eh bien, après, non, mais c'est très bien. C'est une infrastructure relativement importante. Il y a également, alors, je donne toutes les informations en toute transparence et sans aucune connotation. Nous avons à Contrexéville, effectivement, un tracé qui semble défini et qui semble cohérent. Sur la partie vitelloise, il y a encore un choix qui doit être fait entre 2 tracés. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre, ça ralentit un tout petit peu aussi la procédure. Oui, bah, je pense que le choix, tout le monde le connaît. L'imagine, c'est garder la 2 voies ou pas, non? C'est ça? Alors non, l'idée c'est pas ça, c'est soit passer dans la forêt sur l'implantation des canalisations Nestlé qui traversent, ou alors de créer une voie douce à côté de la 2 fois 2 voies. Donc on resterait en 2 fois 2 voies dans tous les cas. Oui, parce que techniquement, et pour la sécurité aussi du trafic, il est impossible de gérer un giratoire de cette importance et les flux, parce qu'on aurait forcément un moment des croisements. Toutes les hypothèses et toutes les théories ont été examinées. Il est impossible d'utiliser une des 2 fois 2 voies. Donc voilà, c'est ça les 2 hypothèses. Donc c'est une plus grosse opération forcément, puisque là, alors c'est une plus grosse opération probablement côté vitellois, sauf à choisir le tracé dans la forêt qui peut aussi avoir ses avantages, mais aussi ses inconvénients, puisque je rappelle que cette voie, elle doit être empruntée par l'ensemble des publics. Qu'il s'agisse de vélos, de rollers, de poussettes, tout moyen de piétons, et que passer dans cette forêt à la tombée de la nuit, c'est peut-être aussi un peu embêtant pour un certain nombre d'usagers. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe au rapport numéro 8, le projet Agora du Tilleul, avec une demande de subvention au titre de l'appel à projet européen FEDER Relance, soutien aux services de base en milieu rural. Et je donne la parole à Madame Florence Rennes.
Le maire informe le conseil municipal que la commune a engagé une réflexion pour la création d'un espace scénique de plein air, au pied du tilleul remarquable, situé à proximité du clocher roman du XIIe siècle, face à un terrain en légère pente et offrant un quasi-amphithéâtre naturel. L'idée est de créer un lieu de rassemblement, de rencontre, de spectacle au pied de ce tilleul majestueux, en permettant ainsi de créer des occasions, des situations de rencontre autour du patrimoine naturel, architectural et historique sous forme d'événements, mais également un usage plus quotidien du lieu. Le projet consisterait à créer un théâtre de verdure formé par une scène couverte posée sous le houppier ou à proximité de l'arbre, et d'un gradinage en amphithéâtre aménagé dans la pente lui faisant face. Les objectifs du projet sont la mise en valeur du site général, de l'arbre majestueux, de la prairie et dans son prolongement du clocher. Faire émerger le rapport du patrimoine naturel aux côtés du patrimoine historique et architectural. Créer un lieu tiers de diffusion de pratiques artistiques diverses et de leur croisement. Un lieu dédié au bien-vivre, pouvant accueillir des activités de détente et de loisirs ayant une connexion avec le besoin de santé à destination de tous les publics. Renforcer la vie sociale et culturelle des habitants du territoire en rapport avec la relation au milieu naturel. La notion de mise en valeur du site fait partie du cahier des charges transmis aux entreprises sollicitées au stade de l'avant-projet. D'une part, la sollicitation d'un constructeur de bois est guidée par le caractère artistique de la production. Il a été demandé de proposer une scène en bois pouvant avoir 2 dimensions, 6 mètres par 4 et 8 mètres par 6. Ces 2 formats pour créer, dans le cas d'une petite dimension, l'usage d'agora, de lieux de rencontre, de réunion, et pour la grande dimension, de pouvoir accueillir des productions plus importantes. Cette scène serait couverte afin de protéger le bois des effluves de l'arbre, Miela, mais également d'améliorer l'acoustique et la diffusion sonore naturelle vers la pente lui faisant face. D'autre part, le gradinage est pensé comme un amphithéâtre dont les assises seraient creusées en respectant la pente du terrain naturel, privilégiant ainsi un travail paysager superficiel. La création d'une plateforme d'accès au pied de la scène permettrait la fonction d'agora, l'acheminement de matériel vers la scène et la circulation des personnes, quelle que soit leur capacité de mobilité. Le projet est intégré dans la réflexion plus globale menée autour de la revitalisation du bourg-centre. La commune a sollicité différents partenaires, CAUE, artisans locaux, et pris la tâche de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. La consultation est en cours. La commune peut envisager un financement partiel de cette création en répondant à l'appel à projets européens, FEDER Relance, soutien aux services de base en milieu rural, et ainsi bénéficier de l'enveloppe supplémentaire attribuée au fonds Leader à titre exceptionnel dans le cadre du plan de relance. La demande de subvention doit être présentée pour instruction au PETR de la Plaine des Vosges avant le 30 septembre 2021. Budget et plan prévisionnel de financement. Coût prévisionnel de l'opération, 75 450 € hors taxes, comprenant la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement paysager de l'espace, 11 000 €. La conception et la fabrication de l'espace scénique, 35 000 €. La création de l'amphithéâtre de verdure, 29 000 €, 450. Montant des aides publiques sollicitées, 52 815 € au titre du fonds FEDER Relance, soutien aux services de base en milieu rural, 70%. Montant prévisionnel de l'autofinancement, 22 635 € hors taxes.
Il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le projet tel que décrit ci-dessus, de solliciter auprès de l'Europe, dans le cadre du fonds LEADER, soutien aux services de base en milieu rural, FEDER Relance, une subvention au plus haut taux destinée à financer l'opération, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Madame Jaworski. Je n'ai pas souvenir que dans la commission travaux, on ait évoqué ce sujet. Et d'autre part, il me semble qu'il concerne aussi la commission culture. J'étais absente puisque j'étais malade, mais je n'ai pas vu dans le compte-rendu qu'on avait parlé de ce projet. Donc c'est un projet qui tombe un peu du ciel. C'est dommage parce que c'est un projet intéressant. Mais c'est un projet qui, si on veut utiliser le mot agora, c'est vraiment penser à tout le monde. Et là, personne n'a été concerné. D'autre part, on ne voit pas de dessin, de croquis qui pourraient évoquer ce projet un peu plus réellement. Et puis, vu l'état de certains lieux de la commune, relancer un nouveau chantier, c'est vrai que ça semble un peu compliqué. Dans l'idée, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est la manière de l'amener qui me pose question. Très bien. Et je vais vous répondre, Madame Jaworski. Alors, évidemment, moi, je salue quand même le travail d'Alain Yen, le directeur de l'école de musique, qui était vraiment moteur en la matière et qui a proposé, en tout cas, ce dossier. Il me semble qu'il est important en termes, effectivement, de diffusion culturelle, mais aussi en termes de cohésion sociale. Alors, vous avez raison, il n'a pas été présenté ni en commission culture, mais en revanche, pourquoi cette rapidité? Parce que simplement, et ça a été dit dans l'exposé de Madame Rennes, la demande de subvention est présentée dans le cadre du plan de relance et que la date butoir de l'opération est au 30 septembre. Nous n'avons pas encore, et c'était vraiment capté en tout cas ces 70% de subventions pour pouvoir poursuivre notre travail. On a des partenaires qui sont mobilisés sur ce dossier et qui doivent nous rendre, en tout cas le CAUE, mais pas que. Il y a aussi un paysagiste et d'autres opérateurs locaux qui travaillent sur le sujet et qui doivent nous rendre leurs copies dans les semaines à venir. Mais fallait-il attendre de présenter un dossier plus abouti et évidemment le présenter en commission ou tout de suite mobiliser les 70% de financement? Donc l'opération, évidemment, elle prendra un tout petit peu de temps, mais très rapidement, les commissions ad hoc seront convoquées pour examiner ce projet. On fera ou on ne fera pas, mais en tout cas, on a mobilisé les financements. Pas d'autres interventions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Rapport numéro 9 concerne le terrain communal lieu-dit de la Forge, avec l'autorisation donnée au maire de signer une convention d'occupation précaire avec la société Keolis. La parole est à Monsieur Jean-Marc Deluse. Donc, le maire informe le conseil municipal que, par courrier du 5 juillet 2021, la société SADAP prête à partir a demandé la résiliation de la convention d'occupation précaire signée le 3 juillet 2015, mettant à sa disposition pour une durée indéterminée un terrain en nature de parking situé à Contrexéville, lieu-dit La Forge, route d'Outrancourt. Je vous fais grâce du cadastre. Cette résiliation est demandée avec effet au 30 septembre 2021 par la société SADAP, qui ne dispose plus aujourd'hui de suffisamment d'activités de transport sur le secteur de Contrexéville, conformément à la faculté qui lui est laissée par les dispositions de l'article 4 de cette convention. La parcelle de terrain concernée a depuis été divisée afin de céder à compter du 1er janvier 2021
2020, une emprise de 273 mètres carrés sous forme d'un bail amphithéotique à l'Association des musulmans de Contrexéville et de ses environs, ramenant sa superficie à 24 arts 76 centiares. La société Keolis Sud-Lorraine, installée à Boussières-aux-Dames, aujourd'hui titulaire des marchés de transport scolaire et interurbain portés par le Conseil général régional, assure ses services sur le secteur de Contrexéville. Elle a fait savoir à la commune qu'elle souhaite reprendre à son compte la convention d'occupation précaire. La commune n'ayant à ce jour pas décidé d'une affectation particulière pour ce terrain communal et en l'absence de tout projet d'aménagement, il est proposé au conseil municipal de fixer le loyer annuel pour la mise à disposition de ladite parcelle à 5 000 €, d'autoriser le maire ou son représentant à signer une convention précaire d'occupation avec la société Keolis Sud-Lorraine à compter du 1er octobre 2021, selon les dispositions présentées dans le document joint. Donc le conseil municipal est informé que depuis 2017, la consultation du service France Domaine n'est obligatoire que pour les marchés supérieurs à 24 000 €. Pour rappel, cette parcelle qui était louée à SADAP avait fait l'objet, on va dire, d'un montant de 1 500 € par an, qui avait été ramené à partir de 2020 à 1 350, suite, on va dire, aux 273 mètres carrés qui avaient été enlevés et reversés, remis, on va dire, à l'association des musulmans de Contrexéville pour la mosquée. Donc, on passerait de 1 350 aujourd'hui à 5 000 € de loyer pour la nouvelle société. Remarques, questions? Monsieur le maire, on passe au vote. Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 10 concerne un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires pour 2021, avec autorisation de signer la convention. Je vais passer la parole à Madame Marlène Dos Santos. L'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, lancé par le ministère de l'Éducation dans le cadre du plan de relance numérique, vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur 3 volets essentiels. L'équipement des écoles d'un socle numérique de base en termes de matériel et de réseau informatique, les services et ressources numériques, l'accompagnement à la prise en main des matériels et services et des ressources numériques. Le conseil municipal est informé que la commune a candidaté et déposé une demande de subvention dans ce cadre le 4 mars 2021. Le dossier est d'ores et déjà été retenu parmi les 7 182 dossiers enregistrés au niveau national. L'opération sera donc subventionnée à hauteur de 70%, soit 5 950 € TTC pour 8 500 € TTC investis. La demande consiste à équiper 3 salles de classe de l'école élémentaire Stanislas Lesinski de vidéoprojecteurs interactifs, des VPI et des tableaux adaptés, ainsi que de prééquiper les 5 autres salles de classe qui ont actuellement des vidéoprojecteurs, de tableaux adaptés à des futurs équipements VPI. Une ENT, Environnement numérique de travail, a également été demandée pour les 3 ans, subventionnée à hauteur de 50%, soit 325 € TTC pour 650 € TTC investis. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention portant engagement de la commune dans les dispositifs de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires de l'année 2021. Il est précisé que les crédits suffisants ont été inscrits au budget principal de la commune pour l'exercice 2021. Excusez-moi, j'ai été un peu... Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, alors pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
Le rapport numéro 11 concerne la création d'une commission de délégation de services publics et avec les délibérations fixant les conditions de dépôt de liste, sachant que, évidemment, les élections à cette commission auront lieu lors de du prochain conseil municipal. Donc, le conseil municipal est informé que, conformément au Code des collectivités territoriales et dans le cadre de la procédure de concession d'un service public par une collectivité, les plis contenant les candidatures et les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée de l'autorité habilitée à signer la concession de service public ou son représentant dûment habilité par délégation, président de la commission, de 3 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDFiP peuvent également siéger à la commission avec voix consultative s'ils y sont invités par le président de la commission, que des agents de la collectivité ou des personnes extérieures à la collectivité, après désignation par arrêté du président de la commission, peuvent également participer aux réunions de la commission avec voix consultative. Il convient donc de fixer les conditions de dépôt des listes avant de procéder à l'élection des membres de cette commission. Et il s'agit pour le conseil municipal d'organiser l'élection des membres titulaires suppléants de la commission, qui sera appelé à recevoir et analyser les candidatures et les offres, à dresser la liste des candidats admis à remettre une offre et à donner son avis sur les candidats avec lesquels engager les négociations. Également de fixer comme suit les modalités de dépôt des listes pour l'élection de cette commission. Les listes pouvant comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, 3 titulaires, 3 suppléants, elles pourront être déposées auprès du secrétariat de Monsieur le maire comme contre-récépissé jusqu'au lundi 4 octobre à 17 h. Et il est rappelé que pour une personne qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une entreprise candidate, le fait de siéger dans la commission peut constituer un délit de prise illégale d'intérêt sanctionné par le Code pénal. Pourquoi cette création de cette commission qui, jusqu'à présent, n'avait pas de nécessité puisque nous n'avions pas de dossier qui la concernait, tout simplement parce que nous arrivons au renouvellement de la délégation de service public du casino de Contrexéville et que dans ce cadre, évidemment, il y a le rôle de cette commission est prépondérant et primordial. Je peux d'ores et déjà informer M. Danet que je prendrai contact avec lui si nous pouvons, en tout cas, mettre en place une liste commune avec les règles, évidemment, de la proportionnalité. Pas de problème. Très bien. Donc, nous prendrons attache pour désigner les candidats. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, je vais passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci beaucoup. Les rapports numéro 12, concernant le personnel, et notamment le RIFSEP, pour la filière médico-sociale, délibération modificative. Je vais laisser la parole à Madame Stéphanie Brenier. Donc ce point-là, effectivement, il s'agit en fait d'une petite modification qui nous a été demandée par le contrôle de légalité. Il concerne le RIF7 de la filière médico-sociale, qui concerne essentiellement du personnel de crèche. Il est rappelé au conseil municipal que par délibération du 10 décembre 2020, il a défini le nouveau régime indemnitaire appelé régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, applicable aux agents de la filière médico-sociale. Suite à une observation des services de l'État qui assurent le contrôle de légalité, il est demandé à la collectivité d'apporter les informations complémentaires suivantes. Préciser la dégressivité des groupes, indiquer les montants maximum des plafonds réglementaires, et le montant cumulé IFSE et CIA. Vu l'avis du comité technique du 22 septembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'apporter les précisions demandées au dispositif du RIF7 applicable aux agents de la filière médico-sociale
selon les dispositions exposées dans le document joint. Donc en fait, les modifications apportées, elles concernent le groupe 1 et groupe 2 pour garder en fait une unité dans tous les groupes. Sur la filière des éducateurs de jeunes enfants, les 4 groupes avaient été conservés de la même façon, alors qu'on a du personnel que dans le groupe 3 et dans le groupe 4. Et il s'avère que dans l'IFSE, nous n'avions pas de dégressivité entre le groupe 1 et le groupe 2. Donc ce montant, il a été porté à 6 850 dans le groupe 2, alors qu'initialement, il était à 7 000, comme pour le groupe 1. Voilà. Et donc, on a les colonnes CIA et le cumul IFSE et CIA qui a été précisé conformément à leur demande. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des observations particulières sur ce point-là. Bon. Oui. Oui, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 13, toujours concernant le personnel, avec une modification du tableau des emplois. Madame Brognier, s'il vous plaît. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services après avis préalable du comité technique. Vu l'avis du comité technique du 22 septembre 2021, considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal du 24 février 2021, Monsieur le maire propose les modifications suivantes qui seront applicables à compter du 1er novembre 2021. Donc il s'agit en fait d'une modification de poste. La responsable du service bibliothèque ayant fait valoir son droit à mutation, il convient d'ajuster le poste en fonction du candidat retenu pour le remplacement, filière grade. Donc en ancienne situation, on avait un assistant de conservation principal 2e classe, et là en fait on sera sur un grade de rédacteur. Sachant que, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'incidence financière compte tenu de cette modification. Non, donc, ma question, donc un assistant de conservation, c'est vraiment quelqu'un qui a des formations au niveau de l'emploi qui aura lieu, enfin qui est prévu à la bibliothèque. Là, un rédacteur, c'est un poste, donc c'est administratif, quoi, c'est ça. Oui. Donc, on met en place une personne qui n'a pas les mêmes formations, les mêmes compétences, je vais dire, au niveau qui n'a pour pas ce la poste. Même formation ouais. initiale, mais pas... compte tenu de ce qui est attendu à la bibliothèque et du profil qu'elle avait par son expérience professionnelle, qui semblait remplir tout ce qui était attendu. Qu'est-ce qui est attendu là ? Sachant que la personne qui était en charge de la bibliothèque ces dernières années n'avait pas non plus de formation spécifique en la matière, mais qu'elle s'est formée, et c'est tout l'enjeu aussi d'une collectivité de faire monter en compétences les personnes qui arrivent. Et comme le disait à juste titre Madame Brognier, cette personne a une forte expérience dans divers domaines et une capacité d'adaptation qui est très élevée, et donc je ne me fais aucun souci quant à sa qualification très rapide en la matière. Oui, qu'est-ce qui est attendu? Je n'ai pas compris le... Eh bien, tu as dit ça change ce qui est attendu à la bibliothèque, donc il y a des changements de... Non. Pour une bibliothèque, le profil d'assistant de conservation, il paraît mieux que rédacteur, sans remettre en cause la personne qui sera là. Mais assistant de conservation ne veut pas dire bibliothécaire, ou formation de bibliothécaire. C'était bien le formation, cas auparavant. Cette personne est arrivée avec effectivement cette qualification, mais n'était pas spécialisée dans le domaine du livre. Et elle a réalisé un travail de qualité, et donc cela prouve aussi qu'il est possible de former les gens et de les mettre en situation très rapidement pour développer, en tout cas à nouveau et encore, cette bibliothèque qui le mérite. Oui, je peux ajouter que oui, moi je vois arriver cette nouvelle nomination. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une réflexion plus approfondie au niveau de la bibliothèque. On voit qu'il y a quand même une stagnation importante dans la fréquentation de la bibliothèque.
puisque de mémoire, je n'ai pas repris les textes, au niveau de Contrexéville, c'est à peu près 150 personnes, ce qui est très faible. Si on prend la fourchette des âges, c'est essentiellement des personnes âgées, et il n'y a pas de renouvellement, ou très peu de jeunes couples. Donc il y a une vraie problématique au niveau de la bibliothèque. Donc c'est peut-être le moment de réfléchir à une mutualisation et à une dynamisation différente au niveau d'un territoire. Je regrette qu'on renouvelle un poste sans avoir réfléchi à peut-être une dynamique de territoire plus importante. Il y a eu un gros travail de fait pour réaménager la bibliothèque, pour amener des nouvelles collections. Il n'y a pas eu le rebond de fréquentation espéré. Il y a donc une analyse à faire à nouveau. Et moi, j'ai regretté que les propositions des habitants, puisqu'il y a eu des ateliers participatifs qui ont été mis en place avec le conseil départemental, avec l'aide du conseil départemental, n'ont pas été suivies, puisque les propositions n'ont pratiquement pas été mises en place. Donc il y a quand même des liens à faire avec la population, avec les associations et beaucoup de travail. Maintenant, il faut se demander, un équipement comme celui-là, pour un nombre relativement restreint de Contrexévillois, ça pose question. Donc il y a une réflexion à mener. Alors, quelques éléments de réponse, Madame Jaworski. Vous le savez, cette bibliothèque, elle a connu des hauts et des bas, des situations, des bas surtout, des situations extrêmement tendues. L'arrivée de la bibliothécaire qui a fait valoir ses droits à mutation a donné déjà un nouvel élan et avec une participation notamment des écoles, du périscolaire, et est arrivée la crise Covid qui a aussi évidemment beaucoup pénalisé, même si des opérations ont été mises en place pour quand même pouvoir attribuer des livres aux lecteurs, notamment les personnes les plus isolées, avec un drive, avec une réservation. Et ça a permis quand même en tout cas, d'accompagner des publics qui étaient vraiment fortement chahutés par cette crise et notamment par les confinements. Là, vous avez raison, cette bibliothèque, elle doit se développer, notamment vers d'autres publics, les publics jeunes. Et pour ça, il faut aussi des gens qui soient en capacité de mettre en place des outils numériques. Je pense à la plateforme numérique, la mallette numérique, pour lesquelles les lecteurs doivent être, pour certains, accompagnés. C'est aussi, évidemment, de nouveaux supports qui doivent être mis en place. Et ça, c'est un programme qui a été aussi vu et élaboré avec la médiathèque départementale. Oui, tout à fait. Pour moi, la bibliothèque est encore restée trop confinée dans la bibliothèque. Il ne suffit pas d'ouvrir la porte de la bibliothèque pour que le public arrive. Il y a vraiment un travail de fond à faire. Et je pense que ça aurait été intéressant de mener une réflexion sur le territoire. Voilà. Et d'une mutualisation peut-être avec une bibliothèque proche qui est dynamique. Et je peux vous affirmer que la personne qui a été retenue a aussi un certain nombre de compétences en matière de communication et que, effectivement, ces qualités vont aussi permettre d'attirer peut-être, et je l'espère, un nouveau public. Est-ce que ce poste a été proposé en interne, puisqu'il n'y a pas une compétence particulière qui a été requise? Il a été proposé effectivement en interne. Nous n'avons pas eu de candidature. Et donc, c'est bien vers l'externe qu'on s'est retourné. Et avec des candidats qui ont répondu, il y a un choix qui a été fait. Et je ne crois pas que nous nous sommes trompés. Nous verrons et nous ferons le bilan. D'autres interventions? Eh bien, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Rapport numéro 15, toujours concernant le 14. Ah, pardon, je vais trop vite. 14. Il s'agit du dispositif des vacations. Accompagnement individuel des enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire. Je laisse la parole à Madame Stéphanie Brenier.
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des collectivités territoriales sont pourvus par des fonctionnaires territoriaux. Ces emplois peuvent, dans certaines circonstances, être occupés par des agents non titulaires de droit public correspondant à des besoins saisonniers ou occasionnels. En dehors de ces cas de recrutement, les collectivités peuvent recruter des vacataires pour un acte déterminé ne correspondant pas à un besoin permanent et les rémunérer à l'acte. La qualité de vacataire répond à 3 conditions cumulatives. Recrutement pour effectuer un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps, instauration d'une rémunération à l'acte. Afin d'assurer la continuité de l'accompagnement de ces enfants, et à défaut de pouvoir conventionner avec l'État dans des délais rapides, les accompagnants d'élèves en situation de handicap peuvent être directement employés par les collectivités territoriales pour assurer ces heures accomplies en dehors du temps scolaire. Considérant l'arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 2020, statuant que les collectivités doivent assurer le financement du coût découlant de la mise à disposition de l'accompagnant d'élèves en situation de handicap en dehors du temps scolaire et notamment sur le temps de restauration scolaire, considérant qu'en principe il appartient à l'État, garant de la continuité de l'aide, de déterminer avec la collectivité territoriale l'organisation et l'accompagnement des activités périscolaires pour ces élèves, considérant que le recrutement de vacataires peut s'avérer nécessaire dans le cadre des missions suivantes, accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps périscolaire, garderie et restauration. Considérant qu'il s'agit d'un travail spécifique, variable et ponctuel à caractère non permanent, qu'il sera rémunéré après service fait sur la base d'un forfait basé au taux horaire de 1,2 fois le SMIC, pour l'accompagnement de l'enfant durant le temps de restauration scolaire pour un forfait de 2 heures, accompagnement durant le temps périscolaire, forfait de 1 heure. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes d'un contrat type à passer avec chacun des vacataires recrutés par la commune pour la réalisation des missions ponctuelles sur une durée déterminée selon le modèle figurant en annexe, d'autoriser le paiement de vacataires par référence aux missions à effectuer sur la base d'un forfait au taux horaire. Il est précisé que les crédits suffisants sont prévus au budget principal de la commune. Donc en fait, cette délibération, elle arrive parce que depuis la rentrée de septembre, les accompagnants des enfants handicapés ne sont plus pris en charge par l'État sur le temps hors scolaire. Donc il incombe à la collectivité de prendre ce temps. Donc pour l'année, la fin d'année scolaire, les besoins, pour l'instant, ils ont été chiffrés à 6 heures par semaine. On a 2 jours, forfait de 2 heures à l'école élémentaire et 2 heures à l'école maternelle. Sachant qu'évidemment, ces besoins ils seront à réévaluer en fonction des enfants que nous accueillons. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 15 concerne un contrat d'apprentissage et Madame Brognier a la parole. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 92-675 du 17 juillet 92 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du travail, vu le décret 92-1258 du 30 novembre 92 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, vu le décret 93-162 du 2 février 93 relative à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans, sans limite d'âge supérieur d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre.
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et les qualifications requises par lui, après avis du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Il est proposé au conseil municipal de décider le recours au contrat d'apprentissage, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. De conclure, dès la rentrée 2021, le recours au contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant. Donc ce contrat concerne les services techniques et plus particulièrement les espaces verts, puisque c'est pour préparer un CAP jardinier paysagiste. Il est précisé que les crédits suffisants sont prévus au budget principal de la commune. Alors, je pense que c'est une bonne formule, déjà pour les jeunes, la voie de l'apprentissage, et puis ça permet aussi de préparer l'avenir au niveau des effectifs des espaces verts. Pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 16 concerne la prime de fin d'année pour l'exercice 2021. Madame Brunier, s'il vous plaît. Donc là, il s'agit d'une délibération que nous prenons chaque année. Il s'agit pour le conseil municipal d'allouer pour 2021 à l'ensemble des personnels territoriaux de la commune la prime de fin d'année dont l'intégration au budget de la commune a été décidée par délibération du 26 mars 1994. Au regard du point d'indice de rémunération des fonctionnaires au 1er janvier 2021, le montant de la prime s'élève pour l'année 2021 à 968 € par agent. Cette prime sera versée avec le traitement du mois de novembre 2021 à tous les agents titulaires et non titulaires, quel que soit leur grade, y compris aux apprentis, aux agents recrutés dans le cadre d'un parcours emploi-compétences, ainsi qu'aux assistants d'enseignement artistique à titre accessoire affectés au centre des expressions musicales. La prime allouée aux agents à temps non complet ou à temps partiel sera calculée au prorata de leur temps de travail effectué à compter du 1er janvier 2021. La dépense correspondante au coût global de la prime a fait l'objet d'une ouverture de crédit au chapitre 64, charges de personnel, dans le cadre de l'adoption du budget primitif pour l'exercice 2021. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le rapport 17 concerne les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale, information du conseil municipal avec les déclarations d'intention d'aliéner, les bons de commande et les décisions du maire en la matière, également les marchés à procédure adaptée, les consultations ainsi que les conventions de mise à disposition pour nos partenaires, notamment dans le domaine social. Madame Jaworski. Ah ben non, c'était pas par rapport à ce point-là. Excusez-moi. Moi, j'ai juste une question. J'ai vu que le marché est signé là, pour la mise à disposition des mobiliers de publicité. Oui. Urbain, je pensais que ça irait pas aussi vite que ça. Donc, vous avez défini le nombre de panneaux, les emplacements. Je vois que c'est signé déjà pour 6 ans. Oui, en effet. Alors, je n'ai plus en tête le... Pardon Véronique, tu... Oui, le marché a été signifié. Le micro, s'il vous plaît. Donc, le marché a été signifié. On a reçu l'entreprise pour la première fois il y a quelques jours. Et en fait, on va travailler avec eux sur les projets d'implantation existants et futurs. On pourra... C'est pas encore défini, non. Alors, on est bien d'accord. On pourra vous faire une présentation si vous le souhaitez. Pour l'instant, c'est encore en réflexion. On a ciblé, vous avez vu, le mobilier urbain a été déjà déposé. Et donc, on attend une proposition de l'entreprise
et après on pourra vous la présenter. Voilà. Sachant que ce sont des professionnels, on a fait un tour en ville avec eux. Voilà, il y aura des recommandations. Il y avait les panneaux existants, mais il y a des recommandations aussi futures qui nous seront proposées. Il y aura combien de panneaux? C'est minimum le même nombre et voire quelques-uns supplémentaires à d'autres endroits qui ont été identifiés. Voilà. Donc on vous fera la présentation. Je ne vais pas vous parler d'emplacement maintenant puisque ce n'est pas encore défini. Mais notamment, on avait envisagé du côté du complexe pour essayer de rayonner un peu plus en ville. Très bien. Donc, l'ordre du jour est épuisé, bien sûr, mais j'ai été destinataire de 4 questions de la part de M. Danet, et je souhaitais, bien sûr, y répondre. Donc, je lis la question de M. Danet. Vous avez déclaré à plusieurs reprises qu'un programme pluriannuel des investissements serait annoncé pour septembre 2021. Quand sera-t-il connu? Alors, la réponse est la suivante. Le plan pluriannuel d'investissement est le sujet principal traité dans le prochain magazine municipal Contre-Exéville Info, dont la distribution en boîte aux lettres est programmée à partir du 4 octobre prochain. Je précise que cette distribution est réalisée pour des raisons de rapidité par un prestataire pour ce premier numéro. Elle sera ensuite assurée par les élus, et ce par souci d'économie. Le plan prévisionnel d'investissement sera également consultable en ligne sur le site internet de la ville et mis à jour régulièrement. Question numéro 2. Les fontaines bleues ne coulent plus et se dégradent de plus en plus. Que comptez-vous faire face à cette situation? Êtes-vous favorable à la mise en place d'une consultation de la population sous la forme d'un référendum local? Alors, comme je m'y étais engagé, le dossier relatif au devenir de la place des fontaines bleues est suivi. Je peux vous préciser qu'à ce jour, il n'est techniquement plus envisageable de mettre en route les fontaines bleues pour un certain nombre de raisons. Notamment la fragilité de la lave émaillée avec risque de chute de matériaux sur le domaine public, d'où d'ailleurs la publication d'un arrêté municipal du 23 juin 2020 interdisant la circulation des piétons à proximité immédiate des fontaines et la mise en route sur des temps limités uniquement durant les week-ends pour la saison 2020. Certaines pompes sont hors service. Les jets d'eau sont défaillants. Je rappelle que toute la fontainerie est prise dans les blocs de béton et est totalement dégradée. Également, une mauvaise étanchéité du bassin qui engendre des risques de perte d'eau importantes. Je crois qu'on a pu cibler sur un certain nombre de journées, je crois, des pertes de l'ordre de 8 mètres cubes par jour. C'est cela. Donc, dans le contexte actuel d'économie d'eau, il faut aussi se poser les bonnes questions. Signaler aussi qu'avec la diminution du nombre d'agents au centre technique municipal, la prise en charge de la maintenance de cet équipement dans de bonnes conditions n'est plus la même. Également, l'esplanade des Fontaines Bleues et l'ensemble de la place font partie des îlots ciblés par l'étude de revitalisation de Bourg-Centre. Ces espaces, bien sûr, seront traités dans le cadre de la mise en valeur du paysage de l'eau dans la ville de Contre-Exéville. Également, et j'en viens à votre question, une consultation citoyenne sur le devenir de cette place est envisagée. Alors, la forme est à l'étude actuellement. Cela fait quelques semaines que nous travaillons sur ce sujet. Donc, la forme reste à déterminer et le délai n'est pas encore fixé, mais elle aura bien lieu. Sur l'ensemble de la place. Sur l'ensemble de la place. Alors, déjà sur l'ensemble de la place. Pardon ? Place des Fontaines Bleues. Pas forcément. Pour le moment, c'est la place des Fontaines Bleues. Ce qui est envisagé, ce n'est pas forcément un référendum local, c'est ça? C'est une forme de consultation, référendum par référendum. Il y a des contraintes, il y a des avantages, des inconvénients pour chaque méthode. Eh bien, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Non, parce que juste pour... on sait très bien que c'est très complexe, ce problème, que ce soit technique, juridique aussi, avec
et puis sur le coût, et puis sur le choix à faire. Donc c'est pour ça qu'on estimait, sincèrement, qu'un référendum local était la meilleure solution, puisque là, il y a un dossier qui est consultable, il y a un travail à faire avant, et c'est pas une simple consultation, êtes-vous pour ou contre, quoi. Non. Je pense que pour se déterminer, parce que moi je pense que ça intéresse toute la population, c'est emblématique, on le sait. Il faut vraiment avoir des éléments, quoi. C'est pas juste comme ça. Donc, et je pense que on pensait que c'était emblématique, oui. Et clivant, non, mais c'est un sujet difficile, et je pense que sortir de ce problème par un référendum, ça semblait une bonne solution. Après, il y aura un coût, il faudra que les citoyens choisissent aussi, mais il faut vraiment un dossier solide avant de lancer une consultation, quoi. La parole est à Madame Perrusso. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, déjà, il y a différents types de consultations citoyennes, donc on est en train d'étudier les différentes façons de faire. Ensuite, c'est évident que ça ne va pas être uniquement oui ou non, c'est-à-dire qu'il y a tout un dossier en amont de présentation. C'est pour ça qu'on travaille avec Richard Muller, qui est sur le dossier Bourg-Centre, parce que ne serait-ce que repositionner l'histoire des fontaines dans leur contexte et pourquoi elles sont là. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément un peu toute cette historique. Donc c'est pas uniquement une consultation, ça doit être plus large que ça, et notamment associer les habitants aussi. Donc ce travail, il ne se fait pas. On est en train de travailler à un rétro-planning et à un calendrier sur une échelle de temps pour que ça soit facilement identifiable pour tout le monde. Mais je suis d'accord avec Thierry que ça ne se prépare pas comme ça, et ça demande un peu de temps parce qu'il ne faut pas se rater. On a déjà un dossier, Richard Muller est déjà dessus. Très bien. La question numéro 3, pouvez-vous faire un état sur la rentrée scolaire avec notamment les effectifs constatés par rapport au prévisionnel, les contraintes sanitaires et les réflexions sur le transport et cheminement pour se rendre dans les écoles? Je vais laisser la parole à Madame Marlène Dos Santos. Alors, un point sur les effectifs à l'école maternelle. Donc, nous sommes à 102 élèves pour 109 prévus. À l'école élémentaire, les effectifs sont de 194 pour 190 prévus. Donc, malgré le départ de plusieurs familles cet été, relogées en dehors de la commune de Contrexéville, les effectifs sont restés globalement stables. Concernant le transport scolaire, donc, le point sur les dispositifs proposés devant permettre de répondre aux besoins des familles suite à l'arrêt du transport intramuros. Donc, aucun Contrexévillois n'est inscrit au service de transport de la région sur la ligne Crainvilliers-sur-Yeuville, comme je vous l'avais déjà indiqué au dernier conseil municipal. Le nouveau service de garderie gratuit du midi, mis en place pour faciliter le retour des enfants à domicile, est fréquenté par 2 enfants en moyenne et jusqu'à 8 enfants maximum à l'école élémentaire, et par 4 enfants en moyenne et jusqu'à 7 enfants maximum à l'école maternelle, sachant que le moment où c'est plus fréquenté, c'est le mercredi midi. Les services périscolaires sont ouverts, toujours, de 7h30 à 19h à l'école maternelle et de 7h30 à 18h30 à l'école élémentaire. Pour information, les effectifs sont élevés dès le début de l'année scolaire. Certains jours, il y a eu jusqu'à 54 enfants le midi à l'école maternelle et 125 à l'école élémentaire. Alors, je précise juste que cette augmentation n'est pas liée à l'arrêt du bus, puisqu'effectivement, on s'est attardé à examiner cette petite augmentation et qui n'est pas liée directement à l'arrêt du bus. Une réflexion va être menée avec les services de la région avant fin 2021, comme ça a été annoncé, afin d'étudier la possibilité pour les élèves de Contrexéville de bénéficier à titre dérogatoire d'un transport intramuros en septembre 2022. Cette réflexion est menée hors cadre du cahier des charges de la région. À ce jour, aucune remontée officielle sur les difficultés rencontrées par les parents qui nous avaient été exprimées, les services périscolaires, la garderie gratuite du midi et la solidarité, puisque certaines personnes ont mis en place du covoiturage notamment, semblent avoir répondu aux besoins des familles. Au niveau du protocole sanitaire, les principales contraintes pour la collectivité résident dans la limitation du brassage par niveau, qui rend les activités périscolaires et les temps de restauration plus difficiles à organiser, la désinfection des surfaces plusieurs fois par jour, qui demande aux agents un surplus d'activité,
l'aération des locaux qui impose une augmentation des charges, notamment avec la prochaine période de chauffe des écoles. Un renfort est toujours nécessaire à l'école maternelle pour le nettoyage quotidien des locaux. Le self-service a pu reprendre son fonctionnement habituel avec des consignes strictes au restaurant de l'école élémentaire, et pour la plus grande joie des enfants, d'ailleurs. La question numéro 4 est la suivante. Pardon ? Je pense que certains enfants seront quand même amenés à rentrer à pied parce qu'on est toujours victime d'impondérables. Et je trouve que le cheminement piétonnier à Contrexéville n'est pas travaillé. La traversée, par exemple, devant la mairie reste quand même extrêmement dangereux, même pour les personnes âgées. Les voitures arrivent vite. Même chose pour la poste. Donc il y aurait quand même, me semble-t-il, une réflexion à mener pour qu'un cheminement piétonnier soit plus aisé en direction des écoles et même du collège. Ce serait un travail intéressant à mener avec les parents d'élèves. C'était fait à Vittel, notamment pour le collège. Donc de matérialiser, et ça servirait aussi, je pense, aux personnes âgées. Il n'y a pas de ralentisseur, il n'y a pas de limitation de vitesse à l'entrée de ville, et on voit que les véhicules, même les camions, arrivent très rapidement. De façon plus globale, ces cheminements, quels qu'ils soient, ces mobilités, quelles qu'elles soient piétonnes, vélos, voitures et autres moyens, fait aussi tout l'objet d'un chapitre des fiches actions de Bourg-Centre. Il est important effectivement qu'on retravaille sur ce sujet pour garantir, sécuriser et évidemment avoir aussi une action dans le cadre d'un développement durable qui soit harmonieux mais aussi sécurisant. La 4e question, donc je la lis. L'humoriste François Barthélémy aurait animé tout récemment dans les locaux de la mairie un atelier prise de parole élue. Pouvons-nous avoir des précisions sur la nature de son intervention, sur les participations et sur la charge financière pour la commune ? Donc, je rappelle quand même que le Code général des collectivités territoriales instaure le principe selon lequel ou lesquels les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Il précise qu'une formation doit être organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu délégation. À ce titre, le conseil municipal a délibéré le 10 décembre 2020 sur les conditions d'exercice du droit à la formation des élus. M. Barthélémy a animé une séance de formation d'une demi-journée le 18 septembre dernier en mairie à destination des adjoints et conseillers municipaux délégués sur le thème de la prise de parole en public. M. Barthélémy assure des prestations de formation auprès des entreprises et des collectivités. Il est par ailleurs comédien et animateur d'une radio locale. Je précise que 7 élus ont participé à cette formation. Le coût de la prestation s'est élevé à 312 €, sans autres frais, puisque la formation a eu lieu dans les locaux de la mairie et que, évidemment, pas de frais de déplacement, pas de frais de restauration. Pour information, je rappelle que Mme Jaworski a bénéficié de 4 jours de formation durant le précédent mandat, proposé par le CNFPT notamment, et qui s'adresse habituellement aux seuls agents. Quelques élus ont bénéficié de journées aussi de formation proposées par l'Association des maires des Vosges, et la commune, à l'époque, lors du précédent mandat, a pris en charge les frais de déplacement et de restauration, et j'ai le détail en tout cas de ces dépenses. Donc, je pense avoir répondu aux 4 questions. Je voulais vous informer d'une modification des délégations aux adjoints et conseillers municipaux délégués. Après un peu plus d'1 an de fonctionnement, il était légitime de se réinterroger sur les différentes délégations et sur les appétences des uns et des autres. Et donc, des modifications ont été apportées. Je vais vous les donner. Donc, donc ces modifications ont été prises par arrêtés municipaux en date du 11 juin 2021. Donc, M. Philippe Rago, 2e adjoint, est délégué pour intervenir dans les domaines suivants: travaux, voirie, réseau sec et éclairage public.
Madame Johanna Goulin, conseillère municipale et déléguée pour intervenir dans les domaines suivants: animation, vie associative et développement durable. Monsieur Philippe Levieux, conseiller municipal délégué et à intervenir dans les domaines suivants: économie, commerce, opérations centre-bourg et bâtiments. Une dernière information qui va vous être communiquée. Je vais laisser la parole à Madame Johanna Goulin. Comme vous demandiez qu'on aborde la problématique de l'eau, donc je vous convie à une commission développement durable qui aura lieu le 5 octobre à 18h, donc sur le thème principal de l'eau et les problématiques sur notre territoire. Merci. Voilà, l'ordre... Mais il n'est pas improbable qu'une réunion très spécifique soit aussi organisée pour l'ensemble du conseil municipal de façon informelle, afin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas un dossier facile à appréhender, et donc il demande une approche très pédagogique, didactique, pour que chacun prenne conscience de l'importance vitale de ce sujet sur notre territoire. Et j'en terminerai par là, en vous remerciant de votre participation et en vous souhaitant une belle soirée. La séance est levée.